Si vous avez connu le lancement de Siri en 2011, vous avez sûrement été impressionné par la technologie. Si vous avez rêvé d'une assistante qui vous rappelle tout et exécute vos ordres, Apple vous présente Siri. Siri, c'est de ça qu'on parle. Le nouvel iPhone qui sort. Et tout le monde en parle. Siri est la nouveauté, c'est la prochaine révolution dans la technologie vocale. Et vous avez votre propre assistante personnelle directement dans votre poche. Mais il n'a fallu que quelques années pour que l'enthousiasme disparaisse et soit remplacé par de la frustration. Siri ne vous laisse pas toujours finir votre phrase. Envoie un message à ma meilleure amie comme ça, elle m'a complètement coupé. L'assistant vocal continue de mal fonctionner même aujourd'hui. Cher Tim Cook, ton 10 Siri ne fonctionne pas sur les nouveaux iPhones. Il ne marche pas. J'ai besoin de savoir si je suis la seule à avoir de gros problèmes avec Siri. Il n'arrive littéralement pas à écrire une phrase correctement. Dis Siri, peux-tu envoyer un message? Dis Siri. Alors, comment Siri est-elle passée du statut d'assistante vocale la plus impressionnante au monde en 2011 à celui de la pire en seulement quelques années? Cela s'explique surtout par sa technologie dépassée. Être le premier sur le marché des assistants vocaux a été plus une malédiction qu'une bénédiction pour Apple. Parce que dans le monde de l'IA, les choses évoluent rapidement, mais une fois que vous vous engagez totalement dans une certaine architecture d'IA, vous êtes en quelque sorte coincé avec elle. Créer un nouvel assistant vocal sur une nouvelle architecture implique de le reconstruire de zéro. La technologie sur laquelle Siri est basée, connue sous le nom d'OpenAgent Architecture, a été développée par Adam Shear à SRI International en 1993. C'est alors qu'il a conçu le premier prototype de Siri, qui n'avait pas encore de nom. Pendant plus de 20 ans, Shear a développé 50 versions de la technologie, aboutissant à une application Siri commercialisée sur iPhone. Développée avec l'aide de Dag Kitlis et Tom Gruber, en 2008, Kitlis a proposé de l'appeler Siri, du nom de sa collègue en Norvège. C'était une forme abrégée du prénom Sigrid, qui signifie victoire et beauté en vieux norrois, deux mots que plus personne n'associe vraiment à Siri aujourd'hui. Mais à l'époque, ils avaient encore de l'espoir, et au début, les choses se sont bien passées. Lorsque l'application Siri est sortie en février 2010, ce fut un succès immédiat, elle est devenue si populaire qu'elle a attiré l'attention de Steve Jobs, qui est tout de suite devenu accro, car elle incarnait la vision idéaliste de la technologie selon Jobs. Il pensait que les gens ne devraient pas avoir à chercher des informations via des navigateurs internet ou des applications, mais que la technologie devait faire le travail à leur place et leur apporter directement l'information. D'accord, maintenant le PDG de Siri, Dag Kitlos, était d'accord avec l'objectif de Jobs pour la technologie, disant que la vision ultime était que vous puissiez parler à Internet et que votre assistant s'occupe de tout pour vous. Vous n'auriez pas besoin de connaître la source de cette information. Le problème de la découverte d'applications et sites web serait ainsi supprimé. Maintenant, si vous y réfléchissez, ce que Jobs et Kitlos décrivaient, c'est ChatGPT ou toute intelligence artificielle générative alimentée par des LLM. Mais l'architecture fondamentale pour cette technologie ne serait inventée qu'en 2017. Au lieu de cela, Siri était une intelligence artificielle basée sur des règles, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait faire que ce pourquoi elle avait été programmée manuellement, ce que les ingénieurs appellent des domaines de connaissances. Au lancement, Siri couvrait environ 25 domaines comme la restauration, le divertissement, la météo et le transport. Ainsi, si on lui demandait des infos sur la cuisine italienne, elle repérait les mots-clés et affichait des restaurants italiens locaux. Mais cette technologie avait ses limites, ce qu'Apple a rapidement découvert après l'avoir acheté. Richard Williamson, qui dirigeait la nouvelle équipe Siri, a décrit cette prise de conscience en disant « Il y avait beaucoup de poudre aux yeux derrière la mise en œuvre originale de Siri. Ce n'était pas de l'IA, sans traitement du langage naturel ni contextualisation, juste une simple correspondance de mots-clés. Cela signifiait qu'une fois qu'un mot-clé était associé à un domaine spécifique, Siri ne renvoyait des résultats que de cette catégorie. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Score, qui parle de musique de film. Donc j'ai demandé à Siri sur mon Apple TV Score, et il m'a répondu « Quel jeu, quel sport ?» Ce mot a été cantonné au domaine du sport. Selon Williamson, il a été difficile de transformer Siri d'une application utilisée par des milliers de personnes en une fonctionnalité native de l'iPhone utilisée par des millions. Scott Forstall a acquis Siri après de simples démonstrations, sans beaucoup de vérification. Nous avons dû prendre cela et le faire passer à l'échelle. Et c'était un problème d'ingénierie. Comment faire en sorte que le logiciel ne plante pas? C'était un vrai chaos. L'équipe Siri n'avait qu'environ 1 an pour y parvenir. Comme Jobs voulait que ce soit la fonctionnalité phare de l'iPhone 4S, pour respecter la date limite, il a fallu faire des compromis. Le nombre de domaines de Siri a été réduit de 25 à 15, tandis que l'accès aux API tierces a été complètement supprimé.
Cela signifiait que Siri ne pouvait plus acheter de billets de cinéma ni faire de réservation au restaurant. À la place, il pouvait seulement afficher une liste de cinémas ou de restaurants. Les utilisateurs devaient ensuite acheter les billets ou réserver manuellement. Les cofondateurs de Siri étaient d'eau frustrés car ils voulaient en faire une boutique d'applications IA permettant aux développeurs d'ajouter leurs services, comme pour l'iPhone. De cette façon, Siri deviendrait plus performant chaque jour, mais Jobs voulait se concentrer sur des fonctionnalités uniquement contrôlées par Apple, promettant à l'équipe Siri qu'il créerait un écosystème tiers plus tard. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de tenir cette promesse puisqu'il est décédé juste un jour après la présentation de Siri. Un ancien employé a déclaré « Quand Steve Jobs est décédé, ils ont perdu la vision, ils n'avaient plus la vue d'ensemble ». En octobre 2011, Siri était prête à être lancée, bien qu'elle ne soit disponible que sur le nouvel iPhone 4SE. Cela a frustré les utilisateurs d'iPhone 3GS et 4, car l'application Siri d'origine prenait en charge ces appareils jusqu'à ce qu'Apple l'achète et la ferme. Des rumeurs disaient que la nouvelle version de Siri pouvait fonctionner sur les 3G et 4, mais Apple a choisi de ne pas l'activer pour 2 raisons. La première raison était que, côté marketing, l'iPhone 4S ne serait pas une grande évolution par rapport au 4E. En fait, de nombreux clients s'attendaient à un iPhone 5, donc il fallait une fonctionnalité phare pour renforcer son attrait et minimiser la déception. La deuxième raison était la stabilité. Apple avait du mal à adapter Siri pour prendre en charge des millions d'utilisateurs. En limitant la fonctionnalité au 4S, cela réduirait la pression sur leur serveur, diminuant ainsi le risque que Siri plante. Lors du lancement de l'iPhone 4S, Apple avait une version fonctionnelle de Siri, mais elle était instable et boguée. Au lieu de retarder la fonctionnalité, ils lui ont attribué le label bêta, ce qui servait d'avertissement aux clients que Siri était en cours de développement et pouvait rencontrer des erreurs. Malgré tout, l'annonce de Siri a enthousiasmé les clients et incité beaucoup à passer de l'iPhone 3GS ou 4 à un modèle récent, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait. Cela a aidé Apple à vendre un nombre record de 4 millions d'iPhone 4S en seulement 3 jours, soit plus du double des ventes de l'iPhone 4 l'année précédente. C'était évidemment une bonne nouvelle pour Apple, mais un défi pour l'équipe de Siri, qui ne s'attendait pas à ce que tant de personnes utilisent la fonctionnalité aussi rapidement. Cela a lancé une bataille de plusieurs semaines pour éviter la surcharge et la panne des serveurs Siri. Williamson, le responsable de l'équipe Siri, a déclaré qu'après le lancement, Siri était un désastre. C'était lent quand ça fonctionnait, et le logiciel était truffé de bugs sérieux. Un autre ancien employé a dit « Empêcher Siri de planter, c'était comme une guerre qu'ils ont perdue dès le premier jour. » L'iPhone 4S a été mis en vente. En raison du grand nombre d'utilisateurs de la fonctionnalité, les serveurs Siri ne pouvaient pas répondre à toutes les demandes, provoquant des pannes intermittentes. Les utilisateurs concernés recevaient des réponses de Siri disant « Désolé, j'ai des difficultés à me connecter au réseau. » Cela a duré environ 48 heures. La première panne totale de Siri est survenue 20 jours après le lancement et a duré environ 5 heures. 3 jours plus tard, certains utilisateurs ont connu une autre panne intermittente. Ces pannes ont créé de l'hostilité entre les fondateurs originaux de Siri et l'équipe Siri d'Apple, car chacun accusait l'autre de l'échec du lancement. Ce conflit interne allait devenir un problème récurrent. Certains membres de l'équipe pensaient que Siri devait être considéré comme un service en ligne et bénéficier d'améliorations continues, tandis que d'autres estimaient qu'il ne devait être mis à jour qu'une fois par an. Certains voulaient ouvrir Siri aux développeurs le plus rapidement possible, tandis que d'autres préconisaient des retards, car le logiciel d'origine de Siri était très fragile et rigide. Ce problème a déclenché un autre débat pour savoir si l'équipe devait améliorer le code existant de Siri ou le refaire entièrement à partir de zéro. Avec le recul, il semble qu'Apple ait toujours pris la mauvaise décision. Le code d'origine de Siri n'a jamais été abandonné. Les développeurs n'ont pas eu accès à Siri pendant plus de 5 ans et ils ne recevaient que des mises à jour annuelles en même temps qu'iOS. Tout cela a eu un effet tellement néfaste sur le développement de Siri qu'il a fallu 2 ans pour sortir de la phase bêta. À titre de comparaison, FaceTime pour Mac a pris 4 mois et la photothèque iCloud a pris 5 mois. Ainsi, pendant qu'Apple passait 2 ans à corriger un code défectueux, d'autres entreprises créaient des assistants vocaux avec des technologies d'IA modernes. En 2014, Microsoft Cortana et Amazon Alexa ont été lancés, tous deux construits sur une architecture basée sur le cloud, ce qui signifie qu'ils fonctionnaient un peu comme des sites web. Leur code était en ligne, et les développeurs pouvaient ajouter des fonctionnalités personnalisées, comme pour une page web. Si Amazon n'appréciait pas une fonction d'un développeur, il la désactivait sur Alexa. Si une fonctionnalité avait des bugs, elle pouvait être corrigée le jour même par une mise à jour n'affectant que son code.
Ainsi, comme les sites web sur Internet, des centaines de fonctionnalités pouvaient être ajoutées, mises à jour ou supprimées d'Alexa simultanément. C'est ainsi qu'elle est passée de seulement 10 domaines de connaissances en 2014 à plus de 1000 en 2016 alors que Siri stagnait à 15. En fait, 10 jours après qu'Alexa ait atteint 1000 domaines, Apple a enfin ouvert Siri aux développeurs, ce qui signifie qu'il leur a fallu 5 ans pour faire ce qu'Amazon a accompli en 7 mois. Mais malgré ce temps supplémentaire, la mise en œuvre d'Apple était bien pire. Cela s'appelait SiriKit et comportait tellement de limitations que cela annulait complètement l'intérêt du support des applications tierces. Par exemple, sans application déjà sur iOS, il était impossible de développer pour Siri. Même avec une application, si elle ne faisait pas partie des 6 catégories, il restait impossible de créer des fonctionnalités pour Siri. Même en remplissant ces conditions, vous ne pouviez que fournir des données de votre application à Siri. Vous ne pouviez pas contrôler la formulation de Siri, ni la façon dont un utilisateur demandait les données de votre application, et vous ne pouviez pas créer de nouveaux domaines de connaissances. Des restrictions de mémoire obligeaient les développeurs à programmer Siri pour des actions simples et rapides, pas pour des tâches complexes. Cela consommait plus de puissance de calcul et la mise à jour d'une fonctionnalité Siri prenait des semaines. Il fallait réécrire le code, le soumettre à Apple, puis attendre la mise à jour sur le téléphone de l'utilisateur. La plupart des problèmes de Siri venaient de sa base de données, construite comme un château de cartes. Modifier une seule ligne de code pouvait faire s'effondrer tout le système. Donc, ajouter une nouvelle phrase ou une information, comme le nom du nouveau président, signifiait devoir reconstruire toute la base de données, un processus qui pouvait prendre jusqu'à 6 semaines. L'ajout d'une fonctionnalité complexe, telle qu'un domaine de connaissances, pouvait prendre 1 an. Avec ce rythme d'amélioration très lent, Siri ne pouvait qu'accuser du retard face à la concurrence. En 2016, il y avait 2 courants de pensée chez Apple. L'un pensait que l'IA représentait l'avenir de la technologie et l'autre restait sceptique. Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple, comptait parmi les plus grands sceptiques. Il pensait que l'IA moderne présentait des défauts majeurs à résoudre avant un engagement total d'Apple. L'un des principaux problèmes était la précision, disait-il. Une fonctionnalité n'est pas utile si elle n'est juste que 80% du temps. C'est pourquoi il préférait l'architecture obsolète mais précise de Siri, basée sur des règles. Programmer manuellement chaque réponse et chaque donnée était peut-être terriblement lent, mais c'était le seul moyen de garantir que Siri fournissait des informations précises aux utilisateurs. Il n'approuvait pas l'IA basée sur le cloud car, selon lui, elle aspirait les données des utilisateurs et violait leur vie privée. C'est pourquoi il privilégiait l'IA locale sur l'appareil, qui était peut-être moins performante, mais qui garantissait la confidentialité des interactions de l'utilisateur. Plusieurs cadres chez Apple ont essayé de convaincre Federighi de faire des compromis, car l'IA était, je cite, quelque chose de révolutionnaire et bien plus puissant que ce que nous avions compris au départ. Mais cela n'a jamais été pris au sérieux et est resté lettre morte. Cela a mis le développement de l'IA au point mort, le développement de l'IA. Au sein d'Apple, Siri est devenue une passée au second plan, car des matériels futuristes comme le Vision Pro et la voiture autonome d'Apple sont devenus leur priorité. Mais en 2022, ChatGPT leur a donné un rappel à la réalité dont ils avaient grandement besoin. Les gens ne voulaient pas de casque de réalité augmenté à $3 500. Ils voulaient la même chose que Jobs, un assistant capable de tout faire pour vous, simplement en le demandant. Apple s'était tellement éloigné de cette vision originale que lorsque les chatbots sont devenus populaires, Apple a rejeté cette technologie. Une réaction étrange étant donné que Siri était le chatbot original. Je veux dire, la fonctionnalité agent ChatGPT d'OpenAI est littéralement ce que Steve Jobs voulait que Siri devienne. Il peut prendre rendez-vous, créer des itinéraires de voyage, comparer les tarifs des fournisseurs, organiser des soirées romantiques, créer des diaporamas et plus encore. Ne vous méprenez pas, l'IA, comme celle-ci, n'est pas parfaite, mais aucune technologie ne l'est. Et comparé à Siri, je pense que toute personne raisonnable préférerait les capacités avancées d'une IA générative moderne comme ChatGPT ou Google Gemini. Apple a finalement eu la même prise de conscience en 2023 lorsqu'ils ont commencé à travailler sur leur propre technologie d'IA générative basée sur de grands modèles de langage. Le problème, c'est qu'ils avaient au moins 5 ans de retard sur d'autres entreprises qui avaient su reconnaître l'importance de l'IA générative dès 2017. Une situation étrangement similaire à celle de RIM. Lors de la présentation de l'iPhone, Steve Jobs a affirmé qu'il avait 5 ans d'avance sur tout autre téléphone. Comme Apple aujourd'hui, RIM a aussi été pris au dépourvu. Ils ont vite développé un BlackBerry à écran tactile pour rivaliser, mais cela a échoué.
Au cours des 3 dernières années, Apple s'est précipité pour développer ses propres LLM. Ils ont même annulé la voiture Apple afin que ses ingénieurs logiciels puissent aider avec l'IA. Mais il semble que leur développement mal orienté de Siri ait causé des dommages irréparables. Parce que, pour l'instant, Apple a abandonné l'idée d'utiliser ses propres grands modèles de langage et a conclu un accord avec Google pour utiliser à la place les LLM Gemini. Il se peut qu'Apple ait simplement besoin de quelques années de plus pour terminer le développement de sa propre IA et qu'ils finiront par abandonner Gemini. Mais pour l'instant, il manque ce que beaucoup voient comme la plus grande révolution technologique depuis Internet. Lors d'une audience devant un tribunal fédéral l'été dernier, un cadre supérieur d'Apple a affirmé que l'iPhone pourrait devenir obsolète dans 10 ans, aussi surprenant que cela paraisse. L'IA pourrait être un moment décisif pour Apple, et à en juger par le développement de Siri au cours des 15 dernières années, cela pourrait bien les faire échouer. Ici Greg, d'Apple Explained. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, à la prochaine vidéo.